Bonjour Wouli, bonjour Rob. Allô? Bonjour André. Alors aujourd'hui, on est chez Studio MMA à Montréal et c'est un grand plaisir de vous retrouver. Vous qui avez déjà 30 ans d'architecture durable, vous êtes une des premières firmes en fait que j'ai connues qui poussait vraiment l'enveloppe, le solaire, etc. Et vous avez gagné énormément de prix en architecture, fait des beaux projets. Mais avant, j'aimerais connaître un peu votre cheminement. Qu'est-ce qui vous a mené à l'architecture et qui vous a inspiré, qui ou quel événement vous a inspiré pour devenir architecte? Bon, moi, c'est quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, c'était, je pense, un peu mon grand-père qui était entrepreneur, mais il construisait des affaires. Mais quand j'étais jeune, je pense que j'ai pas différencié entre les choses qui me plaisaient, comme les objets, les maisons, les coins de mon jardin, l'arbre, les plantes. Pour moi, tout ce qui était beau était beau. Alors, c'était pas forcément les bâtiments. Mais je suis allée en architecture parce que j'étais bonne en dessin, bon en sciences. Donc, un bon étudiant. Alors, j'avais pas envie d'être avocat ou médecin. Et j'avais cette quand même intérêt dans les choses. Euh, mais c'était pas forcément. Je pense que j'ai découvert l'architecture après avoir rentré à l'université. Donc, c'est une intuition qui t'a mené là. Oui, pas mal, pas Ouais. mal. Tu rêvais pas faire des bâtiments quand tu étais jeune. Non, mais quand j'ai rentré, j'ai réalisé qu'il y a des choses que j'aimais faire quand j'étais jeune. Mais il faut dire qu'on rentre jeune hein, à l'université, à 18 ans, comme si... On ne sait pas trop ce qu'on veut dans oh la là vie là, à 18 non, ans. non. C'est vrai. Euh, mais j'aimais les défis, j'aimais créer, j'aimais dessiner. Donc tout m'amenait vers là. Et quand je rentrais, c'était comme, oh wow, tout un monde à découvrir. Mais je pense que mon amour pour l'architecture, T'as grandi. ça a grandi, puis ça a Hum. épanoui Puis dans toi, la Rob, tu pratique. dessinais quand tu étais jeune? Absolument, j'avais beaucoup d'encouragement sur le dessin. Je m'occupais, on n'avait pas l'Internet et des jeux vidéo quand j'étais jeune, alors j'occupais mon temps à lire et à dessiner avec beaucoup d'encouragement, toutes sortes de petits bandes dessinées, ce genre d'affaires. Mais à un moment donné, on cherchait à nouveau maison avec mes parents, puis on regardait, on visitait différentes places. Et quand j'ai vu ça, c'était une découverte pour moi que les plans, une maison, ça avait des plans, ça avait des dessins en façade. J'ai fait ah, puis ça, de voir que ça c'est le salon, ça c'est la chambre, j'ai trouvé ça intéressant. Alors j'ai commencé à trouver un autre sujet de dessin. On a visité quelques maisons un peu flyées aussi, alors c'était intéressant de savoir que ça pouvait être autre que les maisons de banlieue que je connaissais. Alors, ça avait inspiré un intérêt que quand je m'occupais à dessiner, je faisais ça. Un autre chemin, c'est comme des blocs de construction avant Lego. J'avais j'adorais créer des formes et espaces. Même quand même, quand je suis allé à la plage faire des châteaux, originalement, c'est juste ton seau inversé, mais éventuellement, c'est devenu des plateaux tout mélangés ensemble. C'est presque un village grec en sable. Alors, C'est de ça le lien entre nous. Hein? voilà, c'est la connexion. Mais j'ai réalisé que j'adorais beaucoup ça. Et le côté scientifique de ma formation secondaire et le reste est bien alimenté en architecture, le côté technique, comment est-ce qu'on fait ces affaires-là, cette approche scientifique, mélangée avec la créativité qui fait partie de notre domaine. C'est un mélange parfait pour moi, je trouve mon bonheur là-dedans. Mais ça me prend les deux. C'est une science artistique ou un art scientifique, l'architecture. C'est ça, absolument. Puis il y a tout le côté en architecture qu'on découvre plus qu'on avance là-dedans, c'est les sensations que le monde a à l'intérieur d'un espace. Est-ce qu'on se sent écrasé? Est-ce qu'on se sent wow, comme une église qui nous amène à voir vers le ciel? Est-ce que toutes ces impressions, ces effets psychologiques que l'architecture a sur nous, c'est très intéressant. Puis,
les défis sociaux. Là, c'est quand même une profession qui ouvre beaucoup de portes intéressantes. Sur le monde. Ouais. Puis à l'université, est-ce qu'il y a un moment ou un prof qui vous a accroché au niveau du développement durable comme tel? Non, au contraire. Moi, j'avais lu moi-même dans les temps de ce qui s'est passé, mais dans l'université, les étudiants qui étaient plus qui étaient intéressés aux aspects durables, si on peut dire ça, étaient traités un peu de granola, comme, tu sais, c'était vraiment, c'était surtout le parti, dans le temps, c'était vraiment l'architecture rationaliste. Donc, il faut être un peu brutal, il faut être un peu, à la fin, c'était vraiment les angles qui vont couper tout, là, donc, c'était un peu... C'était pas écologique du tout à l'école? Non, Okay. Je dirais presque pas du tout. Même si ça existait, mais pas dans l'université. Puis de mon côté, je dirais que on fait nos propres recherches pendant les études, qu'est-ce qui nous intéresse, on cherche à un moment donné une ligne directeur sur pourquoi est-ce que je donne cette forme à un bâtiment. Et quand même, dans les années 70, il y avait beaucoup de monde qui faisait des gestes comme enfouir un bâtiment complètement souterrain, construire en ballot de paille, c'était peut-être moins les années 70. Les notions de solaire passif étaient déjà là. Et j'ai découvert ça par hasard dans des livres à la bibliothèque, et j'ai trouvé que je trouvais une inspiration là-dedans, d'utiliser ça pour avoir une raison d'être pour la forme de la maison, du bâtiment que j'en faisais. Puis, dans certains cours à McGill, c'était aussi la question de mécanique ou amener la lumière à l'intérieur. Il y a des light shelves, je ne sais pas comment on le dirait en français, des étagères pour faire rebondir la lumière plus vers l'intérieur, puis aussi donner de l'ombre. J'ai trouvé tous ces éléments-là très intéressants et utiles. C'est une forme architecturale, mais qui avait une raison d'être qui, pour moi, semblait très intéressante. Je détestais les cubes vitrés qu'on voyait dans les centres-villes dans ce temps-là. C'est comme, ça doit être tellement chaud à l'intérieur. J'en ai travaillé dans certains bureaux. Désagréable d'être surchauffé tout le temps. Je dis, pourquoi est-ce qu'on climatise de tel point, puis pas être confortable de toute façon? Quand il y a des choses qui existent depuis longtemps, puis plus avec même les cours d'histoire d'architecture, on parlait de ce qu'ils faisaient dans le Moyen-Orient on vit en désert, mais comment est-ce qu'on garde ça au frais? Des puits artésiens, il y a tellement de notions qui sont traditionnelles dans toutes sortes de cultures qu'on avait écartées avec le modernisme du temps, puis là on ramène, nous on a une optique moderniste dans ce qu'on fait en design, mais on ramène, comme plusieurs autres architectes, les idées traditionnelles de comment est-ce qu'on abrite un mur, comment est-ce qu'on donne du confort. Parlons-en un peu d'un exemple concret. Le bioclimatisme, c'est au cœur de votre bureau, tout ce que vous faites. Vous avez fait, entre autres, Mountain Equipment, 3 magasins. Yep. Puis c'est le premier qui était... qui poussait, je pense, l'enveloppe un peu au Québec. Et ça, c'était un projet... au rond-point L'Acadie. Oui, dans le marché central. Ouais. Et on était, je dirais, vraiment très heureux d'avoir eu ce projet assez tôt dans notre carrière, pas dans ma carrière, mais dans notre bureau. Ouais. Et tout... Vous l'avez fondé en 99, le bureau. C'est ça. Alors, ça, c'était en 2003. Et c'était vraiment un projet qui nous sont venus à cause de mon implication dans le comité des bâtiments verts de l'Ordre des architectes. Et aussi, c'était un contact humain. C'est une autre chose je pense, dans notre bureau, c'est le contact humain, les relations intimité qui nous amènent la plupart de nos projets. Avec les clients. Avec les clients, mais aussi un genre on va arrimer nos valeurs. Alors, et ce projet-là, c'était très intéressant parce qu'on a Parlez du client, c'est un client particulier. C'est un client de rêve. C'est un client vraiment, en particulier le représentant de Mountain Equipment Co-op, c'est quelqu'un qui je reste ami.
Et il avait une opportunité d'aller plus loin et de vraiment travailler d'une façon différente, qui est devenue pour nous, on le fait pour tous nos projets maintenant, c'est de la conception intégrée. Et on a découvert que les ingénieurs aussi, plusieurs aiment travailler comme ça. Ça, c'est une journée, 2 journées complètes? Oh, c'est plusieurs journées. On avait fait de réunions, de charrettes, de conception, tout le long du processus. Ça, je pense, c'est connu, on dit rien de nouveau, là, mais pour avoir un beau bâtiment, un bâtiment performant, un bâtiment vert, ça prend plus de temps en amont, pour regarder toutes les options, pour s'assurer que tout soit intégré. Là, vous étiez combien de personnes autour de la table, à part vous et le client? On a eu moi, un ou deux ingénieurs en mécanique, électricité, l'ingénieur en structure, le client, l'entrepreneur, le gérant de construction qui a géré aussi comme entrepreneur, parfois certains fournisseurs, l'ingénieur en génie civil et les architectes paysagistes, tout le monde. Et ce qui était fun, c'est que l'ingénieur en génie civil, à un moment donné, il a dit « Oh, je ne peux pas dire ça, mais j'ai une idée pour la forme. » Mais je dis « Ben non, moi je vais parler de génie civil, même si je ne comprends pas autant que toi. Si j'ai une idée, on s'est donné le temps d'explorer d'autres façons à faire et de comprendre vraiment les influences de tout dans un bâtiment. Parce que le bâtiment, c'est un espace, c'est quelque chose dans lequel on vit, qu'on travaille, qui a tellement de facettes autres que juste l'efficacité énergétique. Donc, c'est un bâtiment... Il y a des humains là-dedans. Et il y a des humains là-dedans. Donc, il faut qu'on s'assure que les humains soient confortables avec la façon qu'on va contrôler la chaleur. Et dans un magasin, qu'est-ce que ça veut dire? Comme tu disais, la dévier, pas l'avoir, pas être ébloui. On avait, dans les 2 magasins, les 3 magasins de Mountain Equipment Co-op, que nous avons fait comment on faisait l'équilibre d'apport d'éclairage naturel, la sécurité pour le magasin, et aussi d'éviter l'éblouissement. C'était vraiment un défi qu'on a trouvé une solution différente pour chaque magasin. Alors, c'était incroyable, parce que, je suis d'accord avec Rob, on retourne au principe de base. C'est comme l'architecture, c'est quelque chose qui est fondamental. L'architecture durable, c'est la bonne architecture, tout court. Où tu utilises tout ce que tu connais, mais tu n'oublies pas ce que tu as déjà connu quand même. Tout ce que tu connais, les technologies, mais on commence par la stratégie passive pour avoir un bâtiment qui est bien pour les occupants, oui, qui ne cause pas de dommages, et sinon être bon pour la planète quand même, parce qu'on sait les conséquences et les répercussions de bâtir sur notre planète, mais aussi sur le quartier, sur l'environnement, sur comment les gens, tu sais, la personne qui marche devant ce bâtiment, est-ce que ça va lui donner un sourire ou est-ce qu'elle va dire « Oh, Moi, je me souviens de l'avoir visité, ce magasin-là, puis c'était pas mal excitant. Mais écoute, moi, c'est le premier bâtiment vert à Lille au Québec? C'était le premier bâtiment C2000. Dans le temps, Lille n'était pas encore officiellement au Canada. Ah, ouais. Et Mountain Equipment Donc, commercial R2000. C'est ça. Alors, mais ça aurait été effectivement l'équivalent d'un lead or. Mais dans le temps, on avait décidé avec les clients d'appuyer le système de certification canadien et non pas américain. Qu'est-ce que vous avez appris, Rob, dans ces premiers projets-là que vous avez retenu aujourd'hui? Est-ce que tu as un exemple? Au niveau de l'efficacité énergétique, par exemple, jusqu'où est-ce qu'on va? En fait, c'était intéressant comme j'ai moins participé dans les projets de Mountain Equipment Co-op, mais on a fait le projet Abondance Montréal, qui est un projet de condominium très intéressant. On a fait des designs intégrés dans ces discussions-là. J'avais quand même, du côté ingénieur, amené des affaires que dans la conception de maisons, c'était moins des grandes superficies à traiter. Mais les notions de, comme, hey, on a R20 dans un mur en termes de modélisation, pourquoi pas aller à R100? Pourquoi pas R200? Si à un moment donné, OK, les économies d'échelle ne sont plus là, chaque ajout d'une pouce améliore ton rendement, mais c'est quelque chose qui plafonne, ou l'augmentation que vous faites
n'est pas si importante parce que vous avez coupé le pire des Ça, c'est affaires. quoi la valeur de ces triplex-là, Abondance Montréal, dans le concours Équilibrium? Alors, Abondance Montréal, de souvenir, c'était R45 dans les murs, puis au toit, on est un R70. Puis à 45, en faites-vous encore beaucoup aujourd'hui ou c'est quelque chose qui nous arrive dans des projets particuliers, je dirais, que c'est pour le commun du mortel qui viennent nous voir pour faire une maison. Ça dépend de où, qu'est-ce qui les anime le plus. Tout le monde a des désirs qui dépassent les moyens. Ouais. Mais c'est un fait qu'au-delà d'R40, dans les murs, il n'y a pas grande économie à aller chercher. Non, mais aussi, pour nous, notre standard du bureau, ça a été Novo Climat depuis plusieurs années. Qui est là à peu près R30. Il y a, je pense, Novo Climat 2. C'est effectif. 27 ou effectif. Oui. Mais ça, et puis c'est la facilité de construction, à un moment donné, c'est si on rend ça simple et facile, on dit, la construction typique de nos jours, c'est un R26. Excuse-moi, c'était fait en 2 par 6. Et alors, c'est comme ça, mais si, avant que nos climats deviennent la norme, c'est comme, on peut améliorer ça avec quelques petits gestes qui ne feront pas péter le budget, qui ne feront pas sauter l'entrepreneur. Ils vont dire, ouais, c'est possible. Oui, je peux le faire ça. Et alors, de faire des augmentations comme ça. Quand on va dans les murs R45, il faut faire des gestes très importants. On double l'ossature ou on utilise un autre type d'isolation hors standard. Quand on commence à faire des choses complètement hors standard, on ne se fait pas copier. Et alors, c'était une des démarches dans le projet d'abondance, c'est comme, il faut qu'on fasse des gestes simples à répéter pour inspirer un peu le monde à suivre le même chemin, d'être capable les ajouts sont juste des petits pourcentages, mais qui donnent une réponse au résultat meilleur. Alors, aujourd'hui, ça serait quoi votre coupe idéale que vous préférez, par exemple? Oh, on est en train de toujours les questionner. Hein? Ça change toutes les semaines? On n'arrête pas toutes les semaines, mais c'est certain que, tu sais, on a développé une coupe pour couper le pont thermique parce qu'on comprend aussi qu'on parle d'efficacité énergétique, c'est pas juste la résistance thermique, c'est aussi l'étanchéité et par la suite la qualité de l'air intérieur. Et il y a aussi les fenêtres qui sont, on peut avoir un mur R40, mais si on met une fenêtre de R3, une fenêtre simple, low E avec argon, c'est R3, R3.4, dépendant. Ça donnerait un mur à 50. Ben non, tu sais, mais évidemment, on va pas éliminer les fenêtres de nos bâtiments. Donc, il n'y a jamais une recette. Parce que, idéalement aussi, quand on peut travailler en équipe avec l'entrepreneur ou le gérant de construction, on veut apprendre et on veut leur éduquer aussi. Donc, on va trouver une solution de dire, OK, nous autres, voici notre coupe, un de nos coupes typiques maintenant qui nous donne ce type de performance. Mais elle dit, oui, mais avez-vous pensé peut-être au CIP? Je dis, ah, OK. Les panneaux qui c'est un isolant soit en polystyrène ou en polyiso avec deux planches de OSB. Je dis, OK, mais si c'est ça, est-ce que ça va être polyiso ou polystyrène? Évidemment, ça ne sera pas d'extruder parce que c'est bon pour la planète, blablabla. Alors, on est toujours ouvert à regarder de différentes façons de faire parce qu'il n'y a pas de recette dans les bâtiments. L'abondance, c'était de l'uréthane et de... Le uréthane, c'est couper on dit qu'il n'y a pas de recette, à un moment donné, il y a une certaine répétition, mais c'est toujours ouvert à amélioration. En fait, c'est ça qui est... Et on regarde un projet actuellement d'une collaboration où ça va être des doubles ossatures et du cellulose qui est utilisé. Et on va chercher l'étanchéité par d'autres moyens que l'uréthane giclé. C'est des types de membranes qui vont être utilisées à l'extérieur, équivalent de Tyvek, mais collant. D'autres membranes autour des fenêtres. Alors, ça, c'est quoi, Blue Skin, Baker? C'est un autre. Je ne me souviens pas actuellement du nom de marque.
Et quand ça Mais- colle autour des portes et fenêtres, ça va tenir. C'est ouais. ça, mais c'est même se colle au revêtement intermédiaire, alors, qui est celui qui n'est pas visible, mais qui est ton vrai pot dans le bâtiment. Alors, mais ces améliorations-là, c'est constante et on aime être questionné. À un moment donné, c'est ah, mais tel produit est moins cher que l'autre. Alors, c'est quoi la différence en performance? Et ça dépend. Chaque entrepreneur général, ils ont, ah, voilà ma recette. Alors, c'est comme, ah, OK, on questionne la recette. Le mien était ça. Ouais, OK, il y a un avantage, des désavantages. Des fois, c'est Est-ce que vous chicanez beaucoup avec les constructeurs? pas les bons. Souvent, l'architecte Avec le- blâme le constructeur, avec le les- constructeur blâme l'architecte. On a comme je dis en avant au début que nous avons nos projets sont basés sur une certaine relation d'intimité avec nos clients. C'est la même chose avec nos collaborateurs. Si on se chicane, et parfois oui, on l'a fait, mais pour le projet un appel d'offres public, donc on connaissait pas l'entrepreneur. C'est pour ça qu'on fait pas d'appel d'offres public, et parce que c'est pas agréable. Tout le monde C'est est le plus perdant. bas soumissionnaire. tout Yeah, simplement. alors, et nous, on veut avoir de plaisir, on veut apprendre, on veut éduquer, on veut bâtir la relation. Alors, avec le bon, on ne se chicane pas. On peut, ou si on se chicane de façon pour Constructif. améliorer, constructif, et par la suite, on s'aime C'est mieux on de se s'aime toujours. chicaner avant de construire que pendant le chantier. Yeah. Ouais, si la chicane est pour améliorer la qualité et pas pour baisser les prix, c'est bon. Puis à la main, c'est de trouver le juste milieu et de faire de bons choix. Ça prend des discussions honnêtes. C'est ça. Alors, c'est quand on travaille, nous, notre orientation, c'est pour une qualité de construction, puis quand on travaille avec quelqu'un qui a les mêmes buts, alors ça nous amène à ensemble trouver un chemin qui va dire, OK, celle-là, c'est bon, on va faire ça de cette manière. Puis ça nous Et ce qui est important pour nous, parce que c'est de faire participer les clients dans tout ça, parce que c'est important aussi que les clients, c'est la maison, le magasin, l'entreprise, le centre d'un organisme ou d'un client, que ce soit privé ou un organisme. Donc, il faut qu'ils comprennent les décisions. C'est pas, on va faire des décisions pour améliorer la qualité et s'assurer de la durabilité, de minimiser l'entretien de ce bâtiment, mais on veut expliquer aussi pourquoi. Parce que ça va prendre quand même que le client l'apprécie, le comprend, va faire le même choix. Parce qu'à la fin, idéalement, on veut, je ne sais pas le mot en français, là, mais en anglais, on dit « we want to empower our clients », you know? Donc, On a déjà dit empuissancement, mais j'aime pas. Non, non. Outiller, pouvoir outiller les gens. outiller, habilité. Habilité, exactement. Habilité, oui, on cherche le mot. Parce que c'est ça, tu sais, le bâtiment, ça sert aux gens. Mais ça dure plus long que les gens. Donc, il faut que ça serve plusieurs générations déjà. Ouais. La négociation, oui. L'éducation des clients, comment ça se passe? Par exemple, si on prend un exemple, aujourd'hui, les gens veulent mur à mur vitré, hein, c'est la mode. C'est le client qui décide, évidemment, comment ça se discute, ces questions-là. Même dans le cas du bâtiment, ils ont limité la superficie vitrée parce que les gens, ils regardent les maisons dans les magazines en Californie puis ils veulent la même chose. Là. On n'a pas eu des discussions où on a heurté les limites du code encore. On leur parle simplement qu'est-ce que ça implique. Est-ce qu'ils sont, si on ouvre un mur vitré face au nord, sûr que vous allez payer beaucoup plus pour votre chauffage et le reste. Si on est devant un terrain qui est en pente, qui a une vue spectaculaire vers le nord, on ne va pas se priver de la vue non plus. Alors, à un moment donné, c'est de trouver le juste milieu pour ces affaires-là. Dans l'idéal, on aura tous des clients qui ont un terrain qui est fait face au sud avec une belle pente puis une belle vue et personne n'occupe les flancs nord, mais c'est pas la vie. Alors, est-ce qu'il vous arrive de recommander aux gens de réduire un peu la superficie des vues? Oui. Beaucoup? Ben, on n'a pas nécessairement besoin de faire cette approche technique-là. Ce qu'on fait, c'est on prend les défis, puis on essaie de pondre une belle maison avec ces défis-là. Puis normalement, si on a bien réalisé, si on a bien compris les besoins du client, puis on a bien présenté ça, ils vont le comprendre, puis on n'aura pas une discussion sur est-ce que cette fenêtre devrait être plus petite ou plus grande. C'est comme, est-ce que la maison est belle?
de l'intérieur, les espaces sont bien éclairés, on a de la ventilation. Très bien, j'aime cette maison-là. Puis alors, on n'est pas perdu dans les détails. Okay. Nous, on les intègre. Monter une maison, c'est un acte de création. Et on a tout ça en arrière de la tête pour dire, voilà, selon comment vous voulez habiter une maison, voilà ce qu'on vous propose comme solution. Votre vue est au nord, alors on a fait ça, mais on a limité de telle manière où... Ou que la compenser, parce que si quelqu'un vraiment le rêve, et on trouve pour d'autres raisons que oui, ça prend une cube vitrée ou un mur complètement vitré, et c'est la bonne réponse à ce site et à ce contexte, on va le faire. Et on va compenser, on va dire, OK, si on le fait, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Bon, il faut qu'on choisisse une fenêtre super efficace. Alors là, on fait quoi? Il y a toujours, on va toujours aller plus loin. Donc, nous avons des standards. Et quand je dis qu'on n'a pas de recettes, on a des standards. Tu sais, on est bien appuyé, bien équipé, bien expérimenté. Minimum nouveau climat. Mais il n'y a pas de recette parce que chaque projet a ses propres particularités. Alors, si quelqu'un vient nous voir pour dire, écoute, moi, je veux vraiment un mur complètement vitré, etc., on va d'abord voir comment on peut le faire, mais de façon responsable pour le client, mais aussi d'expliquer au client quels sont ses choix, quelles sont les répercussions, et aussi de le montrer physiquement parfois votre niveau de confort. Quand vous êtes près de cette fenêtre, si on ne vient pas triple, alors voici comment, viens ici, je vais te montrer un autre, c'est pour qu'ils comprennent. Un des débats justement, quand on a beaucoup de solaire passif, une bonne enveloppe, est-ce qu'on a besoin du chauffage radiant, qui est très à la mode aussi, ou même les gens veulent la géothermie, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent et ils veulent tel système? Oui, et... Des fois, ils sont convaincus à l'avance de ce qu'ils veulent, alors... il y a des pour et des contre dans tous les systèmes. Je dirais que plancher chauffant est normalement fait pour bien distribuer la chaleur et absorber le soleil. Alors, ça peut être quelque chose qui est complémentaire. Il n'y a pas toujours des journées... Ça peut surchauffer aussi. Oui, mais normalement, si ton système est bien réglé, il ne va pas chauffer quand on n'a pas besoin de chauffage. Alors, c'est ça. Alors, il faut l'organiser de même. Mais on a eu, je pense, pour un projet de démo qui était presque une maison modèle, on a fait un plancher chauffant et un foyer de masse. Puis ça, c'est du overkill, pas mal. Ouais. Mais c'était aussi un geste parce que c'est un promoteur. Il voulait avoir les deux pour réaliser à la fin que non, c'est l'un ou l'autre. Puis dans cette maison modèle, parce qu'on avait des surfaces en béton chauffées, alors le foyer de masse était vraiment mis de côté pour ce projet-là. Mais c'est... Ça me fait penser au concours des maisons performantes au début des années 90. C'était des maisons qui consommaient 70% moins de chauffage. Puis on disait, ben, tu peux, avec des bonnes fenêtres, je chauffais avec des plaintes électriques, des convecteurs. Puis il y avait Tomcast qui était commanditaire de la première maison, donc ils ont mis un foyer de masse. Mais les gens n'ont pas encore compris qu'ils peuvent économiser sur le système de chauffage s'ils mettent plus d'argent dans l'enveloppe. Mais, ouais. Je pense que c'est la règle. Là. Quand on fait un bâtiment efficace, on commence par l'enveloppe. On commence pour réduire les charges. Avec ça, on va voir comment on va fournir l'électricité, le chauffage, etc. Et nous avons ici, au Québec, nous avons un avantage qui est un grand désavantage, qui est nous avons l'hydroélectricité. On ne parle pas de grands débats. Est-ce que c'est vert, est-ce que c'est pas vert, quand est-ce que c'est vert, quand est-ce que c'est pas vert. Mais c'est certain que ça n'a... On approche du dissous du kilowattheure, mais c'est l'électricité pas mal, je crois, la moins chère au monde. Est-ce que vous avez de la difficulté à convaincre les gens, justement, de maximiser l'efficacité énergétique de l'enveloppe pour réduire les coûts de chauffage, en sachant que l'hydroélectricité n'a pas un gros impact sur les changements climatiques? Moi, je dirais que beaucoup de gens qui viennent nous voir, ils pensent quand même à l'efficacité énergétique de ce dessous, okay? Parce que tout est relatif. Ils n'ont pas vécu ailleurs. Donc, et sans vouloir prêcher, il y a un côté de moi, en tout cas, je pense, qui est comme architecte, les gens qui sont impliqués dans le monde de construction, on a peut-être une obligation d'éduquer les gens
Un devoir. Un devoir, parce qu'il y a une planète, parce qu'il y a un vrai danger pour tout le monde. Et il faut qu'on fasse notre part parce que le bâtiment, eux ont un grand impact. Quand on parle de béton, le gaz à effet de serre que le béton produise avec le ciment, il y a des gestes qu'on peut faire de remplacer, parce que je ne remplacerai probablement pas le béton tout court, parce que c'est trop intéressant comme un matériau. Mais avec les ajouts cimentaires, on remplace le ciment de Portland avec d'autres déchets qui sont transformés. Il y a des solutions pour améliorer la performance du béton. Donc, moi, je pense que au-delà de l'économie, il y a aussi une certaine responsabilité sociale. Et nous autres, on ne prêche pas, là. You know? Il y a certains projets, ben, c'est pas vrai, je prêche tout le temps, sorry. Mais il y a certains clients, certains projets, ça va être clair tout de suite qu'on n'a pas les mêmes valeurs ou nos valeurs clash. Mais on va aller, avec la plupart de nos clients, nous avons la chance d'avoir les clients qui viennent nous voir parce qu'ils aiment, ils partagent nos valeurs. On va voir jusqu'où on peut aller, mais avec la plupart de nos clients, on va au moins les éduquer. C'est-à-dire, voici vos choix et voici pourquoi nous vous suggérons de faire ça. Je dirais aussi que c'est dans l'approche à la construction de tout bâtiment, il y a des choses qu'on appelle en anglais low-hanging fruits, comme les fruits les plus faciles à cultiver ou à accueillir. Parce qu'il y a toutes sortes de gestes qui n'ont aucun coût, qui sont donnés par la forme du bâtiment, qui sont donnés par l'orientation. Puis ça, on le fait, et des fois, ils savent qu'on le fait pour eux, mais ça fait partie des gestes qu'on peut faire. Isoler un bâtiment mieux, c'est sûr qu'on va économiser sur le chauffage, ça, c'est facile à faire. Des gestes comme installer des robinets, etc., à faible débit, ça ne coûte pas plus cher. Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont évidentes et on n'a pas à heurter, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait. On essaie de le faire, mais on n'a pas besoin de convaincre les gens d'investir leur argent là au lieu d'ajouter deux autres pièces, deux autres chambres d'enfants. Mais c'est quand ça devient une question de technologie, c'est une question d'aller poser des panneaux solaires sur le toit. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que l'intérêt est là du client? C'est des coûts initiales qui sont moins faciles à vendre, sauf qu'il y a des clients qui arrivent avec ça en tête. Et alors, ils ont vu nos réalisations, ils ont vu qu'il y a des panneaux solaires sur une ou deux de nos maisons. Est-ce que je peux l'avoir aussi? Ben, on va en discuter. Est-ce que ça va être géothermie? Pardon? C'est pas pour la rentabilité qu'ils veulent le faire? Non. C'est ça. Non. Géothermie, ce n'est pas une question de rentabilité, mais c'est une question de coût initial qui est aussi importante. Ça se justifie sur un terme de temps, mais pas tout le monde qui sont capables de le financer ou qui veulent le faire. Alors, c'est tout ça qui doit être mis en question. Mais comme les gestes solaires passifs, LRS et plein d'autres qui sont toute évidence, ils ne sont même pas costumés. Même la récupération de chaleur des eaux grises, c'est un petit power pipe qui... le retour sur l'investissement est tellement minime qu'on leur dit, écoute, d'ailleurs, on va spécifier ça. Ça fait partie de... On va pas vous demander pour ça. Mais aussi, tu sais, dans la géothermie, il y a beaucoup de potentiel et on est très intéressé. On travaille d'ailleurs sur un beau projet. Ça prend quand même une grosse maison pour une unifamiliale. Oui, mais là, on travaille sur un projet qui n'est pas résidentiel où on va regarder les innovations qui se font au niveau de géothermie. Parce que comment est-ce qu'on peut réduire le coût, par exemple? Est-ce qu'il y a des façons de faire de géothermie éventuellement pour un quartier? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on sait que si on a... Je ne pense pas que ça arrivera ici au Québec pour toutes sortes de raisons, mais si que nous avons tout un rue que tout le monde décide de faire la géothermie, oublie ça, là, on va épuiser complètement le... plus de chaleur dans le sol. Alors, il y a donc, encore là, c'est une technologie qui dit, OK, oui, c'est intéressant pour certains projets,
Mais qu'est-ce qui se passe de nouveau? Comment est-ce qu'on peut? On est consciente aussi de limites de chaque technologie. Et ça nous est déjà arrivé, un client dit, moi, je veux mettre de géothermie. Et je dis, c'est rare que je fais ça, non. Je dis, tu ne le fais pas parce que je vais t'expliquer pourquoi. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais il m'a dit, je veux le faire, que ce soit avec toi ou quelqu'un d'autre, et j'aime beaucoup travailler avec toi. Donc finalement, on l'a fait ensemble. Mais tout le long, je dis, est-ce que je peux te convaincre que ce n'est pas la bonne solution pour toi? Oui. Alors, c'était... C'est l'enveloppe d'abord. Oui, elle ne voulait pas dépenser sur l'enveloppe. Des fois, il y a des choses, c'est drôle parce qu'on arrive à des choses comme, on a des clients qui arrivent, puis je veux un toit vert. C'est comme, vous construisez en campagne. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que construire un toit vert en campagne, c'est juste la consommation inutile? Parce que ça prend quand même, c'est votre étanchéité, puis après, c'est tous les systèmes qui viennent avec. En ville, en milieu urbain, go for it. C'est une bonne investissement, une bonne chose pour la planète. Mais si vous êtes en banlieue, au pire, en campagne, votre toit, ça ne changera rien dans le donné. Alors, si vous le désirez, puis vous allez l'utiliser. Sauf pour une chose, si tu ne veux pas que les chevreuils mangent tes légumes. Quelqu'un qui vit en campagne. Tu mets le potager sur le toit. Oui, c'est ça. Mais il y a toujours des exceptions, comme je dis. Il y a de standards, mais il n'y a pas de recettes ni de règles. C'est ça. Donc, c'est juste des questions. C'est comme, pourquoi est-ce que... Alors, les clients arrivent avec des idées, puis il y en a certaines qui sont super, puis d'autres qu'on peut questionner, puis trouver la bonne solution. Mais au besoin, on implique. Il faut être diplomate, mais en même temps s'affirmer, pas avoir peur de ses opinions. Oui, mais on est là on est invité à participer à un projet pour notre expérience et notre vécu. Pour guider. Alors, c'est ça. On l'amène au moins à la table pour la discussion, puis on verra pour la... Ce qu'on fait, d'ailleurs, je voulais as-tu déjà pensé de mettre le chèvre sous le toit? Parce qu'ils font ça, hein, ailleurs. Pour couper le gazon, mais on cherche, pas seulement, on ne parle pas juste de matériaux, de systèmes, de stratégies, mais aussi de comment communiquer avec nos clients. Et de plus en plus, même pour les petits projets de rénovation, on va suggérer, proposer et vendre une idée de conception intégrée avec les clients. On va s'asseoir ensemble. Explique un peu ce que ça va impliquer. Quel genre de budget, combien de temps? Vous l'avez fait pour une maison familiale sans que ça soit un millionnaire? Parce qu'une conception intégrée, voilà. Quand on parle d'un bâtiment ambitieux, comme le Toit Magasin de Mac est un bâtiment sur lequel on travaille maintenant qui vise une performance vraiment, je n'ai jamais vu au Canada, genre. C'est incontournable d'avoir. C'est incontournable. Et là, il y a des rechercheurs, des recherchistes, chercheurs universitaires. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés de comme pousser l'enveloppe. No pun intended. No pun intended, thank you. Donc là, il y a la partie de conception intégrée, ça coûte plus cher parce que ça va coûter moins cher dans l'entretien de l'opération. C'est l'enveloppe budgétaire si on pousse trop. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a des clients qui voient l'investissement comme un cycle de vie. Donc, on investit maintenant pour que ça soit plus performant, que ça dure plus longtemps et que pour l'entretien et l'opération du bâtiment, ça va nous coûter moins cher. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Quand on parle de conception intégrée pour un projet résidentiel, là, on le fait presque, c'est le même montant ou ça peut être même moins cher parce qu'on suggère aux clients, c'est pas pour tout le monde. Mettons, on peut amener un entrepreneur qui a le projet après ou non, mais vous allez le rencontrer si vous êtes à l'aise avec. Il va travailler avec nous pour faire le casting sur le champ. On va amener dans la même réunion l'ingénieur en structure, les clients, l'entrepreneur, nous, dépendant de l'envergure du projet, un ingénieur en mécanique, et on va faire un petit remue-ménage ensemble. Puis, on va trouver des solutions là, dans cette réunion avec les clients. Alors, c'est pas nécessairement du design avec une feuille blanche, c'est un tester, un design ou un préliminaire. Voilà une ou deux options qu'on regardait, puis on le développe live.
Mais c'est pas arrivé comme, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh, non, non. C'est vraiment, mais ça rend efficace les dimensions parce que quand on va parler des idées, puis leur constructibilité, puis qu'est-ce que ça coûte, quand le monde est familier avec ce monde-là, ils peuvent dire, ah, mais si on le faisait de telle manière au lieu de celle-là, on va économiser beaucoup parce que ça va être plus facile. Ah, c'est vrai, on a juste à descendre ça de 6 pouces, puis ça change énormément les données. Alors, ce genre de back and forth qui aide beaucoup à développer un projet, puis c'est design intégré, parce que vous avez pas seulement l'architecte ou le client, ni seulement les deux, mais d'autres intervenants qui peuvent amener des affaires, puis créer un meilleur résultat. Si on parle de tendances qui sont en train de se développer avec le climat pour les prochaines années, moi je parle souvent de ma soeur qui est aux îles de la Madeleine, où la pluie est à l'horizontale pendant 15 minutes, des fois contre la fenêtre. Moi, j'ai eu ça à Saint-Odile une fois il y a plusieurs années, puis l'eau est rentrée par la fenêtre du salon. Ça m'avait réveillé un peu. Il avait oublié de sceller en dessous de la porte en haut, à l'étage, sous le seuil. Mais prochainement, Hydro va amener, ils vont offrir l'option du tarif différencié dans le temps, l'hiver prochain, donc plus cher en période de pointe. Est-ce que vous pensez qu'au Québec, ça va être faisable de faire ça, ou ça va être juste pour des maisons très, très, très performantes qui vont pouvoir traverser la pointe? Ben, il y a tellement de choses. S'ils l'imposent un jour, comme on a Ouais. vu partout avec les compteurs intelligents, ils ont imposé le tarif. C'est plus, là, votre question, c'est plus comme avec les demandes de pointe, c'est plus les habitudes des occupants de la maison plutôt que dans la qualité de la construction. Ben, il y a le chauffage. Si on paye 15 sous du kilowattheure en période de pointe, les gens vont crier. Pas juste la télévision et les lumières. Puis ils vont se surchauffer avant la période de pointe pour être confortable pendant. Mais ça prend, malheureusement, là, ça prend une bonne enveloppe pour garder la chaleur. Ouais. Et avec le bâtiment existant, je trouve que c'est un peu... ça pénalise les gens qui n'ont pas le choix parfois, parce qu'ils ne peuvent pas aborder de construire une nouvelle maison efficace ou de louer un logement dans un bâtiment qui est plus efficace. Je trouve que ça, c'est pas juste parce que ça pénalise souvent aussi les gens qui ont moins de moyens. Si on impose des Donc, tarifs. il faut toujours qu'on prenne en considération les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. Alors, donc, il y a toujours un débat à avoir avec ça. Mais je pense que ce sera bien de commencer avec les gens qui abusent le plus, qui ont plus de moyens aussi de payer pour. Comme vos clients qui sont plus riches. Mais écoutez, Ceux qui ont des grosses ce qui est maisons. intéressant, c'est que d'ailleurs, on a déjà fait avec nos clients qui viennent avec un programme et on a déjà dit, OK, montre-moi pas le nombre de pièces puis de pieds carrés. Qu'est-ce que vous voulez comme maison? D'accord. Et si je peux vous dire, parce qu'on a déjà fait dans une rénovation, que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, juste dans l'espace que vous avez actuellement, sans agrandissement. Êtes-vous prête qu'on regarde cette option? Les pieds carrés, c'est la grosse décision. Le pied carré n'a rien à faire parce que ce qui se passe avec votre maison actuelle, c'est que vous avez un quart de l'espace qui est gaspillé et mal utilisé. Alors, si vos besoins sont... Dites-nous vos besoins. Et on a convaincu les clients de juste faire une rénovation et transformation et ne pas agrandir. Oui, puis on a un autre projet où c'était vraiment un bungalow avec un sous-sol semi-habitable, mais personne ne s'en servait du sous-sol. Puis quand on a fait l'ajout, on a créé un lien avec le sous-sol qui a permis à cet espace de devenir vraiment un espace très utilisé. Et en fait, les enfants sont toujours maintenant dans la salle de jeu dans le sous-sol, puis un bureau qui s'est installé et tout ça. Et l'agrandissement à l'étage sert aussi. Mais on a rendu utilisables des espaces qui étaient juste pas faciles d'accès, pas éclairés, pas intéressants. On a transformé, on a créé dans la superficie existante une meilleure utilisation. Ça amène fait de la partie joie des- chez les clients, puis c'est bon pour la planète en plus. C'est ça. Puis juste pour mettre une clarification sur un autre commentaire, la plupart de nos clients sont pas riches. Non, On c'est travaille ça. avec... Non, c'était un joke, Je mais on joue travaille... sur le cliché qu'il faut être riche pour se payer des architectes. Non, c'est vraiment la plupart de nos clients, c'est vraiment la classe moyenne. On pense ce qu'on fait, on démocratise l'architecture. C'est de faire du bon design, c'est de faire des bons gestes, de penser à ce qu'on va faire
Et comme ça, on peut des fois économiser. On ne fait pas une grosse construction parce qu'on peut mieux profiter de l'espace qu'on a déjà dans la maison. Et ce genre de réflexion-là revient tellement facilement financièrement aux clients parce qu'ils y viennent économiser beaucoup sur la construction qu'ils n'ont pas faite. Prenons l'exemple des kits et cohabitation. Quand j'ai mis ça sur Facebook, quelqu'un a répondu, ben oui, ben pour 2000$, c'est un bon technologue. C'est la réponse classique. Je ne veux pas dire que il y a une technologue et un architecte, il y a des bons dans tous les cas, puis il y a des moins bons aussi. C'est l'avantage, le projet des maisons et les kits et cohabitation, c'est l'idée d'avoir une bonne conception, songer, faire des belles espaces. Mais en termes de superficie à construire, c'est la même chose. Mais si vous placez bien les fenêtres, vous pensez bien à l'espace que vous créez, ton 1500 pieds carrés va être meilleur que le 1500 pieds carrés conçu ailleurs. C'est la réflexion qu'on met dedans. Les détails. C'est ça. Non, parce que les gens veulent savoir, la personne parlait de 2000. Vos frais pour une rénovation X seraient de combien de plus? Mais ça se rentabilise, ça. Les gens peuvent récupérer. Parce que il faut vraiment que les gens comprennent, et on essaie aussi de leur éduquer des valeurs ajoutées. Je vais donner un exemple. On a fait récemment, ça fait plusieurs années, une rénovation, un petit agrandissement pour une famille au plateau. 3 enfants, ils avaient besoin, les enfants agrandissaient, ils ne pouvaient plus partager une chambre, etc. On rentre là-dedans et la maison a été rénovée 2 ou 3 ans avant avec quelqu'un qui n'était pas un architecte. Okay? Et il fallait qu'on refasse tout. Et je ne dis pas encore là, je pense qu'il y a un rôle pour tout le monde. Et la meilleure situation, c'est quand on travaille ensemble. Il y a beaucoup de technologues qui travaillent pour le bureau d'architecte. Ils ont certaines connaissances et moi, je valorise beaucoup cette profession, mais au niveau de ce que la profession peut faire et ce qu'un architecte peut faire, notre expérience, oui, mais aussi, on revient un peu à ça parce que c'est important, notre responsabilité civile, nos assurances sont, c'est vraiment 2 mondes à part. Protéger le client. On protège parce que vous êtes assuré à l'os. Ouais, vous ne voulez pas vous faire actionner. Et aussi, avant qu'on mette nos sceaux et on signe, il faut qu'on réfléchisse. Parce qu'on parle de code civil qui nous lie en responsabilité avec le client. Mais les technologues aussi ont un nom professionnel? Oui, mais ils n'ont qu'une responsabilité au niveau de code civil. Alors, ce projet, c'est comme ça a été rénové, tous les finis ont été remplacés, mais c'était un de ces projets où on tout rentre et dit, mais voyons donc, vous n'utilisez pas cet espace qui fait carrément presque la moitié de votre rez-de-chaussée. Elle dit oui, parce que, mais non, allez-y, dis-moi pourquoi, qu'est-ce que vous faites? OK, on pitch nos manteaux là, OK. Je dis OK. Ça vous manque. Pourquoi vous avez laissé l'escalier là? Ça coupe tout. Oui, parce qu'on a pensé, parce que personne nous a dit OK. Est-ce que je peux vous montrer une façon de réorganiser cet espace? La différence, souvent, si on garde ça simple pour comprendre, si 2000 $, puis un technologue veut se faire payer pour opérer son bureau, son loyer, etc., 50 $ par heure. Puis un architecte a décidé que moi, je charge 100 $ par heure. Et c'est 2000 pour le technologue et 20 000 pour l'architecte. C'est aussi le fait qu'il y a beaucoup plus d'heures qui vont être mises dans le projet par l'architecte que par le technologue. Alors, c'est la quantité de réflexion qu'on va mettre. Si on me donne un projet, je veux 3 chambres, puis un salon, puis ça, je fais une boîte carrée, puis je fais ça, puis des fenêtres ici, comme ça. Voilà la maison. C'est comme, OK. Comment est-ce qu'il s'intègre au chantier? Comment est-ce qu'il s'intègre dans le quartier avec les voisins? Est-ce que vous avez mis toutes les fenêtres du côté nord? C'est juste une question de quantité de réflexion, parce que nous, on travaille avec des bons entrepreneurs, puis on les adore, puis ils amènent beaucoup au projet, puis il y a des bons technologues qui vont avoir le même souci. Mais c'est une question de, si les clients décident, écoute, dans le marché, je peux avoir ça pour 2000, ce que je veux dire aux technologues, c'est 2000 divisé par 50,
40 heures maximum dans ma maison. Alors, il n'y a pas de temps de considérer toutes ces affaires-là. Alors, on se coupe nos propres pieds en disant que non, je ne veux pas payer pour le planning, je veux juste payer pour les superficies. Et c'est pas intelligent de manière d'approche. Nous, on a déjà fait des clients qui sont arrivés, je veux tout ça, puis on dit, mais on peut faire juste ça, et vous satisfaire, puis avoir les espaces, puis de mieux organiser la maison, puis couper dans les coûts de construction d'une cinquantaine de mille dollars. Et c'est juste des bons conseils qui ont pris 30 minutes à donner, puis sauvé 50 000. C'est la réflexion et le planning valent énormément. Et quand le monde dit « fais ça pour 2000 », parce que c'est le marché, il me dit que je peux l'avoir pour 2000, tu dis « all right, je ne penserai pas à votre projet, pas plus que nécessaire. Vous avez, voilà ma recette, puis go, 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 puis j'ai gagné ma semaine, alors je peux survivre. » Mais c'est comme, non, c'est pas la bonne manière de construire. On veut réfléchir, bien construire, que ça dure 100 ans. Que ça sert à votre famille quand ils sont jeunes enfants, mais aussi adolescents, puis aussi quand ils ont quitté la maison. Sinon, vous allez changer de maison 3 fois, puis ça coûte de l'argent, vous allez payer le déménagement, tout ça. Pense plutôt à long terme. C'est trop grand, il y en a tellement de maisons énormes où les enfants ont quitté. D'ailleurs, on a des architectes qui travaillent avec nous, qui ont commencé par des technologues. Comme je dis, moi, je trouve que la formation de technologues est très intéressante. Il faut d'ailleurs peut-être qu'on apprenne un peu ça dans l'école d'architecture. C'était une bonne façon de procéder, mais ils ont continué en architecture parce qu'ils voulaient faire plus. Alors, un technologue, c'est vraiment, il peut faire, et il y a certains mandats, parfois, qu'on recommande aux technologues. Parce qu'on dit, écoute, on ne peut pas ajouter de valeur à votre projet. Pourquoi vous payez pour quelque chose que vraiment, c'est vraiment juste de mettre le dessin? Comme l'enveloppe? Non, pardon, je l'ai fait. Non, mais quelqu'un qui dit, écoute, j'ai un espace existant, il faut que je le mette sur plan pour aller chercher un permis quelconque. Je dis, OK, mais ça, on n'ajoute pas de valeur pour vous. À ça, c'est vraiment quelque chose qu'un bon technologue peut faire un bon relevé, mettre sur AutoCAD, dimensionner, même vous aider pour aller le présenter, c'est correct. Mais un bon technologue, pour faire le travail qu'on fait, devrait charger le même honoraire. Ouais. C'est ça. Et si on parle de tendance, qu'est-ce que les gens demandent? La santé, est-ce que c'est quelque chose dont les gens se soucient plus? Puis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans votre pratique côté santé? Toujours. Présentement, on travaille sur une maison Passive House. C'est fun de voir un intérêt. Je pense que ça ne bouge pas assez vite. Les gens sont toujours intéressés sur le matériau sain. Je connais tes préoccupations au niveau de santé, au niveau des ondes. On a déjà eu des clients qui avaient une sensibilité. On a regardé des manières de contrôler ça. Ce n'est pas quelque chose que les gens nous demandent régulièrement. Et je pense, si on veut dire vers quoi est-ce qu'on va, moi je pense que c'est un genre d'aller un peu plus loin pour certains clients, donc regarder le Passive House, etc. Mais dans la ville aussi, je pense qu'il y a les gens qui sont intéressés, peut-être c'est les gens qui viennent nous voir, hein, donc peut-être c'est un petit pourcentage, ils sont intéressés de voir comment on peut faire des choses pour s'impliquer dans le voisinage, le ruche sur le toit, l'accès au toit, peut-être un cours qui est un peu plus ouvert vers la ruelle, qu'on puisse... Et je pense que les gens cherchent aussi de liens. Et je pense que les interventions en bâtiment peuvent créer ces liens. Ça peut le nourrir. Et je pense on est très intéressé à ça, l'aspect, comment est-ce qu'on peut appuyer les communautés et le social. Oui. Parlez-moi de projets actuels que vous faites qui vous passionnent. D'accord. D'ailleurs, je vais juste faire une petite preaching. Moi, une chose que je pense, c'est hallucinant qu'on ne l'a pas déjà abordé en commençant par les subventions, mais après ça avec d'autres types d'encouragement, c'est le gaspillage d'eau. Quand moi je vois une ruelle verte à Montréal
qui est verte juste parce que quelqu'un a peint le macadam vert qui a mis de boîtes à fleurs, ok, c'est mieux que rien. C'est que non, on commence en enlevant l'asphalte, et puis qu'on laisse, c'est ça la base d'une nouvelle verte. En tout cas, voilà. C'est plutôt une ruelle sans auto. Okay. Yeah. C'est une approche qui est quand même une approche. Non, oui, c'est vrai, je ne veux pas juger parce que c'est mieux que. Mais moi, je pense que... Le gaspillage, c'est pas un gaspillage d'eau potable, la ruelle? Mais, non, mais ce qui se passe, c'est qu'aussitôt qu'on collecte les eaux dans nos égouts combinés, on finit par 4 fois par année, je pense, qu'on flush tous les eaux non traitées dans la fleuve. Alors, c'est comme, chaque fois que parce que moi, j'ai un bâtiment, je vis dans un bâtiment existant et je n'ai pas tout refait, mais chaque fois que je flush, c'est de l'eau potable. Alors, il y a le gaspillage d'eau au niveau de notre infrastructure, mais aussi de responsabiliser les gens au niveau de l'utilisation. Je pense que c'est la prochaine étape et il faut qu'on l'aborde parce que... Il n'y a pas de réglementation pour le 6 litres ou 4 litres. Montréal, c'est pas imposé. Si on rénove, on n'est pas obligé d'enlever les vieilles toilettes. Oh, nous autres, on le fait de façon a priori. Je pense qu'éventuellement, qu'ils ne vendent même plus le vieux toilette de 12 litres. Okay. Mais quand même, on utilise l'eau potable pour flusher ici. Oui, juste ça, c'est une grosse question. Projet. Toilette à compost. Oui, il y a beaucoup d'innovation au Québec au niveau de toilettes à compost qui ne sentent pas, qu'on peut utiliser même en ville. Il y a des choses qui se passent au Québec au niveau de ça. Mais c'est secret? Parce que je ne sais pas, parce que on va éventuellement le montrer dans un de nos projets. Okay. Mais il y a des choses intéressantes qui se passent et c'est une solution d'ailleurs. Yeah. On en parlera. Oui, absolument. Yeah. OK. Autre tendance, en conclusion? Nouveau projet, on travaille on a toujours plusieurs projets qui sont en cours. Le projet dont l'équipe maison que vous avez parlé, je trouve ça un geste intéressant. Nous, on réalisait qu'il y avait quand même du monde qui sont frileux sur l'engagement. J'engage un architecte, j'engage un entrepreneur. Les coûts sont moins certains à l'avance comparé à si j'achète de quelqu'un, un promoteur qui dit voilà les maisons que je vends. Cette initiative-là est le fruit de plusieurs discussions avec différents intervenants en disant que si on pouvait montrer au monde, le rendre facile de construire écologique, de dire que oui, en fait, pour tel prix, vous pouvez vous installer sur votre terrain et avoir une maison écologique parce qu'il faut créer l'offre qui n'existe pas assez à Québec, que le monde va commencer à dire « Ah, je peux construire écologique pour un prix raisonnable que je vais savoir d'avance. » Intéressant. Et alors, ça devient... On a l'espoir que ça va remplacer certains des projets de promoteurs, que montrer qu'on peut avoir mieux, que c'est facile à construire d'une manière qui est bonne. Parce que le collaborateur Écohabitation voyait qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour la construction écologique, mais il y avait toute une science derrière qui était complexe à maîtriser. Il y a du monde qui se lance, mais beaucoup de monde qui font « ça dépasse mes capacités ». Maintenant, on le rend facile. Il faut travailler avec l'équipe. Il y a un modèle de base, il y a des modèles de base, il y en aura d'autres éventuellement que c'est un bâtiment qui est bien conçu, il y a un architecte qui avait pensé à comment est-ce que le monde vit dans ce bâtiment-là, comment est-ce que ça marche de façon solaire. Tous ces éléments sont déjà là. Alors, moi, je trouve ça très engageant. C'est l'assurance, mais on parle de cohabitation, on le connaît, là, ils ont une bonne réputation. Alors, c'est une maison, tu as l'assurance que ça va être bien construit et que ça va être certifiable, si pas certifié LEED. Alors, donc ça va être testé, etc. Donc, c'est pas forcément un promoteur qui dit « Ah oui, ça va être vert, puis aucune... » Oui, il y a beaucoup de promoteurs depuis toujours qui disaient, les constructeurs, « Ah, j'ai fait la formation R2000 au nouveau climat, je vais te faire la même chose, mais pour moins cher. » Pas d'inspection. Sans certification, sans test de filtrométrie. Est-ce que les gens vous demandent où est-ce que je peux trouver un bon constructeur écologique, compétent et honnête? Où est-ce qu'on va?
Mais c'est sûr que nous, on a bâti un réseau avec les années, du monde qu'on trouve fiable, d'autres mondes qu'on teste, puis on réalise que, bon, c'est peut-être pas à la hauteur de nos attentes. Alors, on connaît du monde à Montréal, en région, qui sont bons. Alors, ça donne une confiance d'être capable de dire aux clients. Et alors, je vous recommande de parler avec eux on n'est pas là pour faire leur promotion nécessairement ici, mais on se fait des C'est liens. le contact humain là aussi, il faut les rencontrer Oui. pour voir si ça clique. Oui, C'est ça. mais aussi, c'est une des choses qu'on fait encore to empower our clients, c'est on a des collaborateurs qui nous aident, de leur aider de réaliser leur projet de façon la plus écologique et le mieux possible. Donc, pour nous, nos relations parce que si on recommande quelqu'un, c'est notre réputation aussi. Donc, on est en train toujours de rencontrer on rencontre les entrepreneurs, on voit ce qu'ils font, on parle, on essaie, on voit si on a une bonne communication. Puis c'est ça, on bâtit notre réseau. En quoi avez-vous changé en 30 ans l'architecture, les grandes leçons? Comment nous avons Dans changé? votre pratique, oui. Ou est-ce que c'est quoi qui a changé dans le monde? Donc vous, en quoi vous avez évolué, changé, les erreurs que vous ne referiez plus? Turn off the camera. Je pense que la croissance, comme quand vous et moi, on s'est lancé en affaires, on voulait faire un type de projet qu'on ne faisait pas dans les bureaux où on a travaillé avant. Alors, quand on s'est lancé dedans, il fallait qu'on apprenne beaucoup, qu'est-ce qui se fait, combien ça coûte, et toutes ces choses-là. Les leçons apprises au début, c'était aussi en 2001, il y avait un pic de croissance dans le coût du bois et de l'acier. Et en fait, on utilisait un bouquin qui nous aide avec des prix qui disait qu'il faut qu'on en sorte tous les 6 mois maintenant parce que les prix sont en train de monter de manière incroyable. Mais c'était aussi, ici à Montréal, l'économie tournait. C'est à ce moment-là que les maisons commençaient à presque doubler en termes de prix. Le reste a tout changé en même temps. Nous, on a eu beaucoup de surprises et on l'a maîtrisé. Là, notre capacité d'estimation est beaucoup plus riche qu'elle était avant. Alors, c'était les critiques qu'on fait des faux architectes. Le client veut savoir le prix rapidement, dans le fond. C'est ça. Mais en fait, tout ça, c'est une question de réseau aussi, parce que à un moment donné, il faut avoir un poseur de tuiles qui va installer ça, puis s'il y en a un poseur de tuiles dans ton coin, il charge le prix qu'il peut. Dans une autre place, tu en as 10 où il y a trop... tous ces éléments-là qui viennent jouer. Alors, nous, on est capable d'estimer, on parle avec des entrepreneurs, mais notre réseau, c'est principalement des entrepreneurs et des consultants. On connaît quelques bricoleurs, du monde comme ça, mais c'est moins notre monde. Mais les entrepreneurs en général, eux, ils ont besoin d'un plombier fiable, qui ne lâche pas, alors un électricien et tout ça. Alors, ils sont en touche avec un gang. Alors, c'est tout ça qui Ça, j'ai rentre compris dans ça les quand j'ai bâti ma maison il y a 20 ans. C'est mieux de prendre les sous-traitants du général. Ouais. Parce que si lui reste avec, c'est parce qu'ils vont dire, OK, pour toi, la semaine prochaine, je vais être là. Ouais. Mais pour la personne que je ne connais pas, là, tu m'attends après 3 projets. Alors, c'est des apprentissages au fait aussi. À un moment donné, on pense que des fois, tout le monde, leur travail est facile, mais ayant travaillé avec des promoteurs de condominium et investi dans un projet, j'ai appris que c'est pas facile, qu'il y a beaucoup de risques. C'est quand même un domaine qu'il faut maîtriser. L'architecture, c'est un domaine qu'il faut maîtriser. La construction, je donne à tout le monde, ceux qui veulent bien faire, qui apprennent à bien faire, la valeur de l'expérience est importante. Alors, quelqu'un me dit que moi, je commence, puis je suis capable de mieux faire que tout le monde, c'est comme, fais tes preuves. J'encourage tout le monde qui veut rentrer dans le domaine, mais des fois, la réalité et la théorie sont différentes, et les obstacles, on ne les voit pas avant de les frapper. Alors, je pense qu'avec l'expérience, on peut gagner de la sagesse, mais aussi de l'humilité. Hein?
Oui. Ben, je pense qu'il y avait un grec à un moment donné qui a dit le plus que je connais, je plus. Ça fait un bout de temps de lui. Plus que je connais, plus que je réalise que je connais pas. Je connais. Ouais. Je le connais en grec. Tu veux que je le dise? Non. Non. Moi, la chose que j'ai appris, et je vais aussi partager quelques regrets. Pour moi, les relations sont très importantes. Et à un moment donné, j'ai insisté à ne pas écouter mon feeling ou le signe de clients qui ne seraient pas reconnaissants, où la relation n'avait pas la même valeur, où je pensais qu'il avait la même valeur. Et je voulais tellement transformer tout le monde dans quelqu'un qui était honnête, je ne dis pas que c'était malhonnête, mais qui avait une écoute, qui appréciait les relations en tant que moi, que si on peut être transparente et franche, que tout le monde va avoir un intérêt si je leur en parle, de récupérer l'eau de pluie, etc. Et parfois, j'ai insisté, et j'étais frappée, puis dessus. Une chose que j'ai appris, c'est de dire non parfois. Qu'on ne peut pas convaincre tout le monde. Qu'à un moment donné, on choisit de mettre nos efforts là ou ensemble, où oui, effectivement, on peut améliorer. Et nous ne sommes pas le prima donna, les architectes prima donna, okay? Mais on a quand même la confiance, nos goûts et nos principes, nos valeurs. Et parfois, c'est ça. Alors, une chose que j'ai appris, c'est de dire non. L'autre chose que j'ai appris, que je regrette un petit peu, c'est que dans ce monde, qu'on n'a pas assez de temps. Parce que quand nous avons commencé, j'ai donné tellement de temps aux clients que j'aimais. Surtout les clients qui eux-mêmes voulaient faire de la recherche, parce que dans le temps, il n'y avait pas « Hey, je veux voir où est-ce que je peux trouver le bois FSC. Attends, je vais prendre aussi 10 heures avec toi, on va les rechercher ensemble. » Et pour moi, c'est juste parce que ça me passionne autant que toi. Alors, je voulais adopter le jeune avec qui, Et je regrette pas d'avoir donné ce temps, mais je regrette qu'on vit dans un monde que tout le monde ne donne pas assez de temps pour qu'on puisse tout le monde donner le temps. Le temps que Rob a donné au Habitat pour l'humanité, là. Oui, je vais en parler. Oh là là, c'est comme sans regret. C'est le premier projet LEED à Montréal. C'est le premier projet LEED pour Habitat Humanité Canada. Canada, on a fait, au complet? Canada? Oui. Montréal a été le premier, puis on a fait ça là. C'était un projet qui a eu LEED Or, malgré que ce soit construit par des bénévoles, en partie. Avec un budget restreint, mais on a pu le faire. Alors ça, c'est beaucoup d'heures de bénévolat, ça fait. C'était quand j'étais impliqué, avant d'avoir mon deuxième enfant, quand j'étais rendu dans les dernières 2-3 années de mon application, le quart de mon temps de bureau était donné à Habitat, alors il a fallu que je me retire de cette implication-là, mais on bâtissait la groupe à Montréal et on voulait réaliser des maisons pour les familles pauvres. Alors, on est arrivé à le faire, alors j'en suis très fier. Mais j'ai réalisé à un certain point, je ne peux pas donner autant quand j'ai une jeune famille et le reste. Mais je veux être plus impliqué quand j'aurai plus de temps. Et on travaille avec ce qu'on a. C'est très loin. Je voulais parler de votre chimie entre vous. Comment vous êtes connus? Vous n'êtes pas un couple dans la vie, mais quand ça fait depuis 1999 que vous êtes ensemble, qu'est-ce que vous apportez l'un l'autre? C'est un drôle. Vous et moi, on s'est connus travaillant dans un autre bureau et au début, on ne s'aimait pas du tout. Pas pour des raisons, c'était des petites affaires qui étaient... Souvent, les meilleurs amis ne s'aiment pas au début. C'est exactement ça. Quand on est arrivé on a travaillé sur un projet, puis on pensait en arrivant que ça va être compliqué de travailler avec eux. Mais finalement, on a pu comprendre et voir qu'on avait les mêmes valeurs
Et sur ça, à un moment donné, c'est comme je travaillais sur mes projets, On sur veut les siennes. savoir, c'est sur quoi que ça clochait quand vous aimiez pas? Ben, on avait une obsession, Personnalité. oui, l'un de l'autre. Moi, ben, écoute, moi, je trouvais, premièrement, je trouvais que c'était la compétition parce que il arrivait dans un bureau, moi, j'étais en train de faire ma place, puis ce jeune-là, parce qu'il est plus jeune, ça paraît pas, mais c'est vrai. Je le trouvais, comme je le trouve encore maintenant, de temps en temps, mais je l'apprécie maintenant, stubborn, comment ça? Têtu. T'es-tu, comme toi, t'es-tu peut-être? Moi, non, pas du tout. Et c'est qu'on fait, comme on dit, we push each other's buttons, you know. C'est comme, you know, en tout cas. Alors, j'ai... Ça fait remonter la crème. à la Yeah, et surface. je pensais que c'était, you know, un de ces gars qui, il est taureau, hein, je ne dois pas le dire. Fraîchier. Mais que c'est comme, non, c'est comme ça, puis blablabla, puis, you know, Oh, un et c'est pas... dictateur. Finalement, je suis un peu plus souple qu'elle pensait. Voilà. Elle, lui, il pensait que... Non, mais c'est en fait, ben, au début, c'est ça, il y avait quelque chose qui clochait, mais quand on a pu se parler, c'était vraiment comme, oh, finalement, elle a une sagesse, elle est quand même ouverte, intéressante. Ah. C'est la On a Grèce travaillé- antique qui remonte, les Ouais. racines. Puis on est arrivé à ensemble réaliser qu'on se fiait l'un sur l'autre. Quand on a décidé de passer notre business ensemble, c'était le partenaire parfait, à mon avis, let's go. Mais quand on a commencé là, on se lance dans un autre monde. On commence une affaire, il va falloir qu'on le fasse de même. Non, non, je suis pas d'accord. Comment ça, tu n'es pas d'accord? Ah, OK. Puis en s'écoutant, on a réalisé que, ah oui, c'est une bonne manière de le voir. Puis en fait, la manière qu'on se fiait l'un sur l'autre avant est venue en affaires. On se fie encore l'un sur l'autre parce qu'on amène une perspective extérieure qu'on respecte. C'est pas juste, ah non, c'est stupide ce que tu dis. Ah, je l'ai pas vu de même. C'est vrai, OK. Puis ça nous avance dans ce qu'on fait. Puis ça marche toujours après. On se connaît depuis 25 ans, puis on était en business depuis 20 ans ensemble, puis ça marche encore. Tu sais, moi, je suis avec ma conjointe depuis 22 ans, 25 ans, donc plus longtemps avec Rob. Et c'est une relation. Il fallait qu'on tout travaille une relation. Et le fondamental, on n'est pas toujours d'accord, mais on se respecte. Ça veut dire que je respecte et je lui fais confiance. Et à la source, je pense, c'est que nous partageons les valeurs de base. On fait confiance. Les valeurs les plus importantes, c'est quoi? D'être honnête, d'être créatif, qu'on apprécie la créativité. Integrity, c'est quoi? Intégrité. Intégrité et je pense, quand on parle d'être honnête, hein, c'est large ça. C'est pas juste... Dans les communications. Dans les communications, comment on veut dealer avec nos clients. Se respecter soi-même. C'est ça. Puis on veut améliorer les affaires. C'est comme que ce soit par beauté, par écologie, par ces éléments-là. Parce qu'on n'est pas en business pour faire de l'argent, on est là pour avoir du plaisir. Puis on a du plaisir. Oui, puis on a du plaisir quand on fait ce qu'on aime faire. Et alors, la combinaison le genre de projet qu'on réalise ensemble, ça nous donne plaisir. Alors, on est en train de vivre une bonne... Puis les tâches dans le bureau, est-ce que vous faites les mêmes projets ensemble ou vous déléguez chacun une spécialité? Elle était dessus, hein? Alors, on a réalisé que... Je pensais que c'était toi la têtue. Oui, Ben, mais on a moi, tous notre en effet. perspective. Mais non, en fait, l'idée, on a tendance à encore... je suis chargé ou elle est chargée, une de nos employés seniors. Pour chaque Elle projet. est par projet. Comme ça, on a un leader qui est à l'écoute des C'est autres. clair, il n'y a pas deux leaders qui tirent. À un moment donné, tu peux toujours, la réponse à un site ou à une situation peut être, il y a plusieurs options, mais à un moment donné, il faut faire confiance à ce qui sort de nous. Et c'est la manière qu'on l'approche. Alors, chacun, au début, quand il y avait un projet dans le bureau, c'est comme, bon, c'est à qui le tour d'être le chargé? Bon, c'est toi. Et alors, on donnait nos commentaires, mais à la fin, il y a un décisionnaire à l'interne, puis après, il y a le client. Et alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Et avec notre futur associé aussi, on s'assoit et on se fie l'un à l'autre. Et Geoffroy. Yeah, Godefroy, oui. Godefroy. Yeah. Un bon nom médiéval, Godfrey.
Alors, tu sais, on demande le conseil, we use each other as comme un sounding board. Alors, miroir. Et aussi, tu sais, encore là, moi, Tester des idées. Là, de tester des idées. Puis, et encore là, est-ce que moi, je réaliserais un projet où je faisais le design exactement comme Rob? Non, il a ses préférences, mais j'adore la façon qu'il le fait. C'est pas la façon que moi je le ferais, mais c'est quelque chose que je dis, wow, j'adore ce projet. Même chose pour moi, je sais que Rob ne ferait pas le même type de projet de design, mais il aime, je ne sais pas s'il adore, là, mais il aime beaucoup. Est-ce qu'on peut définir votre signature individuelle en quoi vous êtes différent? Je pense qu'on n'est pas nécessairement, j'ai pas, comme tous mes bâtiments ne se ressemblent pas, et la même chose pour Woolly. La réponse, alors on n'a pas une signature comme des architectes vedettes, des star architects comme Frank Gehry, toutes ses formes sont comme ça. On est plus à l'écoute de nos clients, des terrains, des budgets, mais on a quand même des préférences. Dans le bureau, quand j'arrive avec un nouveau design, tout le monde dit « Ah oui, Plus avant-gardiste ou plus moderne? » Que Woolly, je ne peux pas me comparer à Woolly. J'aime unir des éléments sous un grand toit, par exemple. Et Woolly aime beaucoup, je parle à l'origine, une maison qui a un ajout, puis ça donne une vie. On vit un lieu ferme. On voit l'histoire du bâtiment un peu dans sa forme. Alors, c'est deux approches. J'aime beaucoup, en fait, les mêmes inspirations que Woolly, puis elle, les miennes, mais on a des tendances ou des préférences qui animent la conception qu'on fait. Je ne vais pas le typecaster, mais je dirais comme Frank Lloyd Wright contemporain, tu sais, un peu Rob. Oui. Non, that's too much. C'est flatteur, ça. Modern Frank Lloyd Wright. J'ai parle de mon architecte préféré du vieux temps. Alors, voilà. Et en conclusion, vos rêves les plus fous pour les prochaines années? Où est-ce que vous voyez d'ici 10 ans ou plus? Retraité. Non, mais honnêtement, je ne pense pas que je vais pouvoir quitter complètement. J'adore trop le groupe et c'est un peu notre bébé. Moi, ce qui me fascine actuellement, parce que ça prend des projets et on a parfois trop, mais un projet un peu plus grand. Il y a une crise qui vient pour les personnes âgées. J'en suis dans cette catégorie-là. Et je trouve qu'on a besoin d'autres modèles pour les maisons, pour les personnes âgées, et vers quoi je m'aligne. Je commençais déjà la recherche. C'est les maisons de cohabitation pour les personnes âgées. Donc, mes cohabitations pour les personnes âgées, ça existe, mais sont toutes privées. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui a un avoir le vend, l'investit pour vivre en communauté. Est-ce qu'il y a une façon de fournir ça pour les gens qui n'ont pas d'avoir? Est-ce qu'on peut combiner le programme de subvention, mettons Excelogie, avec d'autres types de financement pour permettre quand même de réaliser... Coop au BNL? Genre, parce qu'actuellement, et c'est plus qu'un coop, hein, la cohabitation, c'est plus que coop, c'est vraiment une communauté qui commence. Alors, pour les commencer, il faut bâtir la communauté d'abord. Donc, on parle de consultants en communication non violente, etc. Comment on bâtit tout ça? Donc, pour moi, dans 20 ans, 25% de notre population va avoir plus que 60 ans. Et la plupart, comme moi, le baby boomer, là, on n'a pas envie d'aller vivre dans un... un CHSLD non, et d'arrêter pour arrêter le dernier chapitre de notre vie pour attendre là. On est actif, on va rester actif après qu'on finit le travail. Il y a l'isolement, les limitations physiques, c'est ça. On va vivre jusqu'à 120, non? Non? Moi, oui. Moi aussi. Je ne sais pas, la planète va toujours être là, mais oui. Toi, Rob, un rêve? Ben, vous me posez une question que j'ai pas longtemps réfléchi à ça, mais si mes ambitions architecturales, je dirais que dans le type de projet que vous les mentionnez, ce qui m'a fait faire des nouvelles maisons,
c'est un défi d'artistes et technique et de tout ça. Et quand on commence à créer une communauté, en voulant fournir dans moins d'espace personnel les mêmes sensations d'intimité, de bonheur, d'accès à la lumière, j'aime ça énormément. Dans notre actif à Studioma, MMA, on a une dizaine de projets de condominium ou d'appartements. Ouais, moi, j'aimerais énormément en faire plus de ce type-là. On a 2 en cours actuellement. Mais c'est de créer sur un terrain un lieu de vie qui va durer et qui va être sain et intéressant pour le monde, qui vont adorer habiter là. Ça m'anime énormément. Puis ça amène du côté démocratiser l'architecture aussi. C'est pas tout le monde qui peut s'acheter un terrain en campagne et faire une maison de rêve dessus. Mais de vivre dans quelque chose de superbe, dans une petite superficie, c'est aussi, ça rejoint nos intérêts écologiques aussi, de bien vivre dans 1000 pieds carrés au lieu de 2000 pieds carrés, et d'avoir toutes ces choses-là. Alors, ça m'attire beaucoup. Co-housing, créer des petits villages, là, je trouvais ça vraiment intéressant. Le Transit Oriented Development, les TOD, tout ce qui peut nous organiser mieux nos villes. J'adore ces idées-là. Surtout dans le contexte où de moins en moins de jeunes et de personnes âgées peuvent acheter une maison unifamiliale, c'est vraiment la communauté durable. C'est ça. Les gens qui vont investir là-dedans, je pense, vont faire des sous. Il faut que les promoteurs se mouillent aussi. Mais il y a des promoteurs sans but lucratif. Hein? Il faut qu'on... Éventuellement, c'est dans les pays scandinaves ou la Hollande, il y a beaucoup de projets qui sont orientés communautaires comme ça, et de savoir que là, les moyens nous forcent à vivre plus rapprochés, mais notre culture le veut aussi. Alors, c'est de trouver les moyens d'être bons voisins et de mieux vivre dans moins d'espace. Et on arrive là, que ce soit forcé par les finances à autre chose, mais on arrive à... C'est un besoin que notre société a, puis j'aimerais bien qu'on puisse répondre à ces questions-là. Ce serait mon rêve de fou. Bien, merci beaucoup. Auriez-vous un message de conclusion à donner aux auditeurs de notre chaîne YouTube? Oh, j'ai pas pensé à ça. Moi, je pense, quand vous avez un rêve d'une maison, prenez le temps, osez, prenez le temps de vous éduquer, de réfléchir, parce que chaque projet, si on se donne le temps d'imaginer tout ce qu'on peut faire, on ne parle pas de superficie, on parle d'autres façons de vivre. Si on se donne cette opportunité de rêver, la réalité va être plus intéressante que si on commence par un plan acheté sur Internet, va dire ben, peut-être je peux déplacer le salle de bain là. Ça c'est pas une maison, c'est pas un chez-toi, c'est pas un lieu de vie, c'est une construction sur papier pour le moment. Alors osez, prenez le temps, prenez-vous d'avance, parlez aux gens, et une des choses les plus importantes, la première chose, c'est il faut que vous sentez bien avec l'architecte, avec la personne avec qui vous allez travailler. Il faut que ça clique. Il faut que déjà vous sentez que je suis déjà en train de bâtir quelque chose avant que se bâtisse. Et la première chose à bâtir, c'est la relation avec l'équipe du projet. Merci. Regardez-vous. Je pense que j'ai rien ajouté. Ça c'est des super bons conseils. C'est la sagesse qui parle, hein? Le respect de l'aîné. Oui, voilà. Le jeune mapping. Merci beaucoup, vous Merci lire. beaucoup, C'est André. beau partage. Puis, bravo pour cette initiative. Oui, bonne fête. Moi, c'est le 25e, vous, c'est le 20e anniversaire. Ah, c'est vrai. Bon anniversaire. Bon anniversaire à toi, c'est vrai. Bon anniversaire.